Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si on osait poser les mots sur ce qu'on vit vraiment ? Alors pas ce qu'on poste facilement sur les réseaux, pas ce qu'on croit non plus devoir ressentir, mais ce qu'on traverse, au cœur du postpartum et du postnatal. Dans cet épisode, j'ai tendu le micro à celle qui partage ma vie, la mère de nos 2 enfants, Noëlla. Ensemble, on raconte sans filtre ce que nous avons vécu depuis la naissance de Lucas, notre 2e enfant. Alors la joie, oui, mais aussi la fatigue, l'épuisement, les nuits sans fin, les douleurs physiques, les doutes, les pleurs, la culpabilité, les disputes parfois, peut-être souvent. On parle d'un bébé qu'on ne peut pas poser, d'un allaitement difficile malgré toute la préparation, d'un RGO qui épuise, un reflux gastro-œsophagien, d'une charge mentale qui déborde, d'un couple qui cherche à tenir, d'une grande sœur à accompagner et d'un quotidien qui nous pousse dans nos retranchements. Noëlla partage tout ça avec précision, pudeur et honnêteté, même si elle dira quand même que c'est cru au bureau des plaintes un petit peu, mais on a bien le droit de se plaindre quand même ici dans mon podcast et surtout qu'on parle entre nous. Et moi je dis aussi ce que j'ai ressenti, l'impuissance, la mise à distance émotionnelle pour tenir, la peur de ne pas être assez, les phobies d'impulsion et les fusibles qu'il faut parfois installer pour ne pas exploser. On a aussi parlé des petites trouvailles qui aident, un flanc de lait maternel improvisé, des virées en voiture ou à vélo pour endormir, des moments où l'on prend le relais pour que l'autre tienne debout. Ce n'est pas un récit lisse, c'est juste un récit de vie, de notre vie. Cet épisode est un partage brut entre 2 parents, 2 êtres humains qui ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Si tu es en plein dedans ou si tu l'as été, on espère que ça te fera du bien de l'entendre et peut-être que tu t'y reconnaîtras un peu, en tout cas, t'es pas seul. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify, là-bas je peux même répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Tu peux aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis ton téléphone. Le lien est en description. Ah, et si tu souhaites soutenir financièrement le podcast pour l'aider à se développer, tu peux t'abonner à Papatriarcat Plus pour écouter les épisodes sans pub en avance et avoir accès à plus de 80 bonus. Le lien est aussi en description. On y va tout de suite pour cet épisode qui marque la fin de la saison 6. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour. On est en mai 2025 et il se trouve qu'on est redevenus parents en février 2024 de Lucas. Tu te rappelles ? Oui, je me rappelle, j'étais là. et donc, on s'est dit que c'était peut-être un moment intéressant pour faire un point, pour raconter un peu ce second postpartum pour toi et postnatal pour moi, si on veut respecter les termes de la recherche scientifique. Comment ça s'est passé ? Ça dépend, je peux faire la version 3 tomes. Tu peux raconter depuis toi, je sais pas, peut-être. Alors moi, c'est vrai que les gens dans le journal de papa ont beaucoup m'ont vécu en détail avec beaucoup de hauts, de bas et compagnie. Donc, je vais peut-être ponctuer ce que tu diras ou ouvrir des parenthèses. Mais toi, comment ça se passe ? Comment ça s'est passé ce postpartum ? Comment est-ce qu'il a commencé déjà ? Comment il a commencé, c'était la suite de l'accouchement. Donc l'accouchement, c'était beaucoup de stress. Voilà, des émotions assez fortes, comme je pense beaucoup d'accouchements, des émotions fortes. Et du coup, après, quand Lucas était là, j'étais ravie quand même. C'est un moment d'apaisement, la gestion de la douleur est faite, bébé qui se met au sein, je suis éveillée, parce que c'était une césarienne, c'était ma seconde. Et ma première césarienne, l'anesthésie faisait que je sentais pas du tout le haut de mon corps, même mes seins. Donc c'est vrai que bébé tété, je savais même pas qu'il était sur mon corps. Donc là, voilà, j'avais un bébé qui allaitait sur une maman consciente. Donc ça faisait plaisir. Mais c'est un moment partagé. J'étais en bon état physique, donc déjà ça commençait bien. Voilà. Et en plus, après, ils nous avaient annoncé qu'on aurait une chambre tous les 2, donc. Oui, donc ça, c'était aussi voilà, je savais que j'allais être accompagnée, qu'on allait être tous les 3, qu'on allait pouvoir avoir Sarah qui allait venir nous voir, donc parfois tous les 4. On était dans la bonne configuration, donc ça démarrait bien. C'est vrai que les premiers jours, c'était quand même plutôt sympa d'avoir cette chambre parentale avec 2 lits. Ouais, c'était vachement mieux que ce qu'on avait connu. Et puis en plus, là, il faisait pas 30 degrés dans la chambre. Ouais.
contrairement à l'arrivée de Sarah. Voilà, après moi perso, si tu veux, ça a pas changé. Enfin si, j'avais un bien meilleur matelas quand même, donc je pouvais dormir. J'avais ma machine aussi, mine de rien, parce que entre temps, je PPC, suis pareil pour l'apnée du sommeil. Et j'ai pu la brancher, donc niveau confort, c'était vachement mieux. Et après, même marche dans les couloirs, me concernant. La nuit comme ça, à marcher dans le couloir, ça a pas trop changé. Ouais, non, ouais, l'hôpital, c'était plutôt chouette. Oui, et puis moi, j'avais la mise en place de l'allaitement. J'étais beaucoup plus confiante parce que j'avais l'accompagnement. D'abord, c'était mon deuxième allaitement. Le premier avait démarré difficilement à la maternité, beaucoup de conseils différents, beaucoup aussi de conseils, des moments assez durs, des choses qu'on m'avait dit qui m'avaient beaucoup blessée, qui m'avaient beaucoup impacté dans mon sentiment de compétence. Et donc là, ce que j'avais fait à l'inverse, c'était que j'étais accompagnée en amont. Ça, je l'avais pas compris avant, d'être accompagnée en amont par une consultante en lactation IBCLC avant que bébé naisse. Et pas quand on est dans la galère, parce que du coup, j'avais déjà le lien avec elle. Et donc, j'avais le lien avec elle en postpartum immédiat, en fait, sur cette mise en place. Et voilà. Et ce qu'on avait fait aussi, parce que j'avais vraiment le souhait de ne pas avoir de complément de lait artificiel à la maternité en cas de difficulté, parce que Sarah avait eu déjà un trouble de succion, donc on avait eu ce souci-là la première fois. J'avais tiré du colostrum avant. C'est vrai. Et on l'avait amené. Avec des petites seringues. Voilà, on l'avait amené et du coup ça m'avait soulagée. Je les avais d'ailleurs donnés quand il y a eu un début d'ictère, je les avais donnés. Voilà, donc on n'a pas eu de complément de l'artificiel. Et puis du fait d'avoir le contact avec la consultante et tout, ça c'était cool. Alors à la maternité, je sais pas si on avait vraiment le droit d'avoir ces pipettes là, c'était un peu, je sais plus comment on s'était débrouillé, on avait parlé. On les avait amenés cachés. Il y a deux choses qu'on avait fait un peu sans trop savoir si c'était ok. Il y avait l'histoire du coton dans le vagin là. Ah oui, la compresse. On en avait parlé. On en avait parlé et on n'était pas sûr que ça serait bien accueilli. Et les pipettes, on en a pas parlé. Non, on les avait amenées dans un truc réfrigéré. Et on en a parlé. Je sais plus qui, parce que on la compresse. On n'est pas arrivé en disant c'est bon, on a des pipettes. Hein. Non, c'est parce que déjà, les compresses, c'était par rapport au fait de la césarienne, comme c'était une césarienne programmée. Il y avait la question de la contamination par mon microbiote vaginal, quoi, pour bébé. Et donc, j'avais demandé, je crois que j'en avais parlé au chirurgien d'abord. D'accord. Enfin, je sais plus à qui j'en avais parlé, pour dire est-ce que ça serait possible, parce que dans la recherche, ils savaient pas trop ce que ça donnait dans la recherche. Enfin, le protocole, il y avait ça avait l'air un peu flou. Et moi, je m'étais dit, vu que j'avais pas le streptocoque, là, ils font toujours le test pour voir s'il y a un strepto. Vu que c'est négatif, est-ce qu'il y a vraiment un risque? Est-ce qu'on contamine bébé avec une compresse qui aurait été mise dans le vagin quelques temps avant? Et donc, le jour J de la césarienne, on a posé la question et l'équipe médicale ou paramédicale, je sais plus, nous a dit oui, on peut le faire si vous voulez. Et puis comme ça, après, quand bébé est né, vous pourrez le faire. Voilà, comme ça, ils n'avaient pas la responsabilité ni de la compresse, ni de ce qu'on faisait avec cette compresse, mais ils avaient autorisé. Alors, est-ce que c'est bien, mal? Est-ce qu'on a fait dans les bonnes conditions? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il n'y avait pas de souci avec cette compresse. Et pour le colostrum, on avait un frigo, on avait notre glacière électrique qui faisait congélateur. C'était ça, on avait amené tout ça. Oui. Et on l'avait amené sur place, donc elle a été branchée, et je crois qu'on en avait parlé à l'équipe. Et là, ils nous avaient dit, c'est très compliqué, parce que si nous, on les a, il faut qu'on sache d'où ça vient, s'il n'y a pas eu de soucis, de rupture de chaîne du froid, patati. Et comme c'est tellement compliqué, j'ai dit, en fait, on va les donner en scred, mais ça nous concernera que nous. C'est ça, et c'est vrai qu'on avait amené le frigo de camping. En fait, on a un frigo à compresseur, pour les gens qui savent pas. On a un vrai frigo de 20 litres. Et c'est vrai qu'on l'avait amené. Oui, on l'avait amené parce qu'on avait des choses dedans. Et donc, en fait, il faisait congélateur. Donc, on l'avait mis en mode congélateur, je crois. On l'avait pas mis en mode frigo. Ah oui, peut-être. On l'a mis en mode congélateur. Comme ça, elles étaient restées congelées. Congelées, ouais. Parce que maintenant, au cabinet, j'ai un mini frigo, là, 35 €. J'avais complètement zappé, tu vois. Et comme tu restais, comme ça, je m'étais dit, si j'ai besoin de les donner. Alors, j'en avais pas énormément parce que j'avais commencé à tirer un peu avant, et puis à un moment, ça donnait de plus en plus, et puis après, ça donnait plus rien. Et j'étais dégoûtée d'ailleurs. J'avais demandé à ma consultante, mais pourquoi je tirais avant? Maintenant, j'ai plus rien. Donc j'ai commencé l'allaitement. J'ai commencé l'allaitement, il y avait plus de colostrum qui sortait. Alors que, je sais pas, 10 jours avant, il y en avait. Et 5 jours avant la césarienne, il n'y avait plus rien qui sortait. Donc moi, je me disais, c'est pas possible. Je me rappelle de ce nuage. Ça m'avait mis mal. Donc voilà, mais en fait, ça n'a rien changé dans mes capacités après. Mais, oui, bien sûr. Mais c'était un peu rageant. Et donc j'étais quand même contente de les avoir eus.
Ça, je me rends compte que j'ai oublié plein de trucs hyper relous, en fait. Voilà, mais n'empêche... voilà. La mémoire sélective commence déjà, quoi. Oui, donc il y avait ces pipettes qui nous ont aidés. Il y avait la consultante comme ça qu'on avait avec nous. De toute façon, après, l'équipe médicale savait que j'avais allaité Sarah. Ce qui était un peu embêtant, c'est que même si on leur disait, ils nous posaient des questions sur alors l'allaitement, les tétés, patati, et même si on leur disait, ils avaient besoin de vérifier par eux-mêmes, et ça, c'était un peu, je comprends, mais en même temps, c'était un peu énervant parce que on se sent moins compétent. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui doit surveiller derrière nous, donc je pense que c'est vrai que ça nous enlève un peu du mode ocytocine, bébé est là, patati, s'il y a quelqu'un qui doit bien vérifier qu'il y a des déglutitions, alors qu'on lui explique que les déglutitions, on les entend, c'est audible, on est déjà, quand elle est là devant nous, on lui dit, vous voyez, moi je les ai entendus, donc elle voit que quand même enfin voilà, en plus de par mon métier, je suis habituée à des bébés allaités, donc c'est quand même un peu embêtant qu'on me demande là de bien vérifier ce que je viens de dire et qu'en plus, quand on observe une tétée ensemble, elle voit quand même que je sais lire une tétée. Donc, de revenir après, chaque jour, à chaque tétée, c'est leur protocole, mais je trouve que c'est pas... Ça diminue le sentiment de compétence qu'on a, quoi. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, il y avait cette sage-femme, là, ou cette... comment elle s'appelait? Franchement, globalement, ça allait. Moi, je me rappelle de une, j'ai oublié son prénom, qui était relou. Oui, il y en a une qui était un peu embêtante. On s'est senti... comme des merdes. Ouais, nullissime, voilà, comme si on savait rien de rien. Donc, putain, tu te rappelles tellement de trucs que j'ai oubliés. Oui, mais parce qu'il y a aussi des choses marquantes pour moi, parce que ça... Oui, bien sûr. Ça remet mon sentiment de compétence parentale aussi. Donc, ça me marque. Et puis après, on rentre? On rentre, et on est 4. Et on rentre et on est 4. Alors, c'est vrai que Sarah nous a visités à la maternité, et avec des séparations qui étaient dures. Ouais, qui étaient difficiles, ouais. Donc là, que moi, j'ai quand même plus vécu, même si je pense que tout l'hôpital a dû l'entendre la deuxième fois. Mais où c'était compliqué, voilà, pour les gens qui savent pas, ou je vais quand même juste rappeler que la première fois, en fait, on s'était dit, donc c'est ma mère qui l'avait amené, et on s'était dit que ça serait cool que je la ramène à la voiture sur le parking pour se séparer. Apparemment, c'était pas une idée brillante. La fois, du coup, on lui a demandé ce qu'elle préférait. Et donc là, pour la deuxième séparation, c'était à l'entrée d'hôpital. C'était dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, la crise qui avait lieu dans la voiture, elle avait juste lieu à l'accueil d'hôpital devant tout le monde. Ce qui rajoute un peu de, même s'il n'y a pas eu de gestes ou d'agacement de ma part, ça rajoute quand même une pression sociale que t'as pas quand t'es juste dans ta voiture. Et après, on a décidé que j'allais rentrer l'endormir. Ça, c'est une bonne idée. T'es seule avec bébé. C'était une bonne idée et en même temps, c'est une idée qui est venue de toi, je crois. Parce que moi, je sais pas, tu sais, je me sentais pas un sujet de compétence, tu vois, mais je me sentais pas en fait de te laisser toute seule comme ça pendant 2 heures. Je voulais rester près de vous, tu vois, un peu en mode protection, quoi. Et finalement, c'était pas plus mal parce que de toute façon, j'étais rentré à quelle heure? J'étais parti, puis ensuite j'étais revenu vers 22h, je crois. T'as dû rester 2h30 toute seule. Oui, c'est ça. Et puis après, je me rappelle que je suis revenu et puis j'ai enchaîné avec marcher avec bébé dans les couloirs, je crois. Oui. En fait, tu n'osais pas me laisser parce que j'avais la césarienne, que j'étais malade, j'avais la bronchite. C'est vrai. Et bébé, c'est vrai qu'on pouvait pas trop le poser pour qu'il dorme, en fait. Donc il y en avait forcément un qui dormait pas. C'est vrai. Donc c'était ça aussi qui était un peu difficile. Donc bon. C'est vrai que ça, c'était chaud. Mais bon, 2 heures, on y arrivait. C'est juste que je pense que tu voulais pas que mon sommeil soit impacté. J'aurais voulu éviter. Mais je me rappelle qu'en fait, quand je suis revenu, tu m'as dit c'était nickel. Et je crois même que vous aviez réussi à dormir un peu. Possible. Ouais. Je me rappelle d'un truc comme ça. Et donc après, on rentre. On rentre à la maison, c'est les vacances scolaires. 2 semaines. Et nous, on se dit, c'est super. Sarah, elle va avoir tout le temps de nouer du lien avec son frère et tout. Son frère qui était là, qui était trop mignon, mais avec son visage un peu tuméfié, tu sais, tu te rappelles la tête? Oui, il avait beaucoup d'œdèmes, ouais. Il avait beaucoup d'œdèmes du nourrisson. On voyait pas ses yeux, il avait pas où les ouvrir. Gonflé des petits boutons, c'était un peu bizarre. Mais il était beau quand même. Tu sais, le filtre des parents, quoi. Voilà. Et finalement, c'était un peu rude quand même, je trouve. C'était fatigant, en fait. Ouais. C'est vrai que si elle avait été à l'école, on aurait eu ce moment, juste tous les 3. C'est-à-dire, on peut se poser quand bébé est posé et tout, alors qu'en fait, là, fallait la gérer. Il voulait de l'attention et tout, ce qui était normal. Donc, fallait la gérer, mais en même temps, fallait gérer bébé. Donc, en fait, il n'y avait pas de temps de repos. C'est-à-dire, si à un moment, bébé se repose, nous, on peut pas forcément se reposer. Puis, il y a la logistique de la maison, etc. C'est donc, là, finalement, je crois, c'était hyper fatigant. Je crois que c'est là la grande différence avec le premier enfant, quoi. C'est qu'on n'avait pas du tout ce temps, tu vois. Je me rappelle quand même si le premier postpartum avait
plein de défauts, il y a pas de débat là-dessus, mais moi je me rappelle il fait une tétée, moi je me repose, tu vois, ou je peux aller à mon rythme, ou je peux faire autre chose. Et je me rappelle aussi deux fois, tu sais, quand en plus c'était l'été, je me rappelle aussi deux fois où moi je faisais la sieste avec Sarah dans la salle, là, qui était pas encore une salle de jeu, qui était climatisée. Et toi qui étais dehors avec les gens, tu vois, je sais plus quels amis on avait. Mais là, en fait, tu découvres que là, c'est juste pas plus possible, en fait. Ah ouais. T'as pas de... Et puis en plus, pas de temps de repos. Puis en plus, on venait de partir de la maison, donc Sarah était très, très, très demandeuse. Elle était aussi demandeuse de passer du temps avec son frère. Enfin, voilà, c'était... En fait, c'était la continuité de la grossesse, c'est-à-dire, quand on a vu la grossesse à un enfant, t'as le moment où tu peux quand même te reposer, faire tes siestes, etc. Puis la grossesse du deuxième, en fait, ces moments où t'as besoin de récupérer, tu peux pas. Donc déjà, c'était un peu la continuité, c'est-à-dire là, voilà, dans bébé 2, t'as pas ces moments où tu peux te poser. C'est peut-être aussi pour ça que nos amis, parfois, ils nous ont dit de 2, 3, 4 enfants, ça change pas. C'est le cap de 1 à 2 qui change. Ces moments de récupération d'énergie qui n'existent plus trop. Voilà. C'est vrai que c'est très juste ce que tu dis. La première grossesse, quand t'avais 0 enfant à côté, on se l'était dit d'ailleurs, on avait déjà passé des après-midi devant Netflix parce que toi t'étais crevé, puis que moi j'en profitais, puis on se faisait des câlins, c'était tranquille, c'était cocooning, quoi. Et là, c'est non. Et ouais, donc il y a ces 2 premières semaines qui sont un peu dures, et puis c'est un peu dur aussi, je crois. Et l'allaitement aussi. L'allaitement, le RGO, il y a beaucoup de variations Moi, je parlais de nuages noirs. Lui, il était très inconfortable au départ. Donc vraiment, on pouvait pas le poser, il grognait beaucoup, etc. Enfin, c'est compliqué. Et puis, il y avait l'allaitement qui a été très difficile. Moi, j'avais déjà mis en place des tirages à la maternité. Puis ensuite, on les a diminués. Puis ça a été un gros souci en les diminuant. Donc, il a fallu rebooster la lactation alors que c'était le début. Donc, c'est très difficile. Aussi difficile parce que j'avais déjà vécu ça avec Sarah. Et de le revivre alors que j'étais préparée. En fait, j'étais préparée, c'est-à-dire je savais, mais savoir n'en changeait pas la donne psychologiquement, en fait. De le vivre, je trouvais que c'était... C'était dur pour toi. C'était difficile. Et en plus, je trouvais ça même double peine. C'est-à-dire que je sais, de le revivre, ça rendait pas la chose plus facile, je trouvais. Sûrement plus facile parce que je sais qui aller voir, quoi faire et tout. Donc ça, c'est bien. Avant, j'étais un peu paumée dans mon truc en disant ça se fait, c'est ma faute. Là, je savais, mais ça n'enlevait pas. Moi, ma crainte, c'était mes compétences. C'est-à-dire, est-ce que je pourrais l'allaiter? Est-ce que j'aurais la capacité physique d'allaiter mon enfant comme je le souhaite? Alors que pourtant, je savais que mon corps l'avait déjà fait. Donc, je savais rationnellement, ton corps peut le faire. Mais en fait, quand c'est mis en danger, tu dis ça peut s'arrêter. Hein. Moi, j'ai déjà vu des mamans qui ont eu ce souci-là. C'est-à-dire, même si elles ont allaité un premier, les difficultés du deuxième font que, voilà, j'ai eu plein de mamans qui ont eu ces difficultés. Enfin, j'ai déjà vu ça. Donc, t'as pas moins peur, en fait. Oui, puis c'est pas forcément rationnel. Voilà, tout à fait. Il y a aussi ça. Et, il y a la fatigue aussi qui joue, enfin, tu vois, je veux dire... Oui. Et puis moi, là, j'ai démarré, j'avais perdu beaucoup de sang lors de la césarienne. Je démarrais, j'étais fatiguée, j'étais en post-bronchite. On venait d'arrêter ma cortisone. Enfin, j'étais quand même dans un état physiquement, j'étais pas au meilleur moment. Donc, il y avait plein de facteurs, en fait. Il y avait plein de facteurs. Le sommeil, c'était compliqué avec Lucas. Et puis moi, il y avait aussi cette difficulté, c'était que on était dans un cododo difficile. C'est-à-dire, on n'était pas dans le cododo où on peut le poser à côté, il est en sécurité et tout. Non, c'était la merde. Il était très difficile à poser, donc il dormait dans mes bras. Donc, j'avais très peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc, même si je connaissais les mesures de sécurité max, enfin, pour diminuer au max les risques, il y avait quand même cette peur irrationnelle, donc qui fait qu'on dort quand même en hypervigilance. Donc tout ça combiné fait que c'est... Et on dormait ensemble. C'était pas simple. On dormait ensemble à ce moment-là, oui. Je sais plus à quel moment on a séparé les lignes. On a arrêté de dormir ensemble quand, en fait, lui, avec ses difficultés de sommeil, qui se réveillait facilement, ça faisait que de le réveiller. Quand tu venais te coucher, que tu faisais du bruit, que tu te tournais et tout, il avait tellement en vigilance, ce bébé, qu'en fait, ça créait des micro-éveils supplémentaires. Et donc moi, j'étais trop fatiguée pour les vivre. Et à un moment, on a dit, mais en fait, chacun a besoin de dormir. Non, je décale. Il y avait ça pour, c'est-à-dire dans le sens de ça gênait Lucas. Et après, il y avait toi aussi qui étais gêné par Lucas. C'est-à-dire qu'en fait... Comme on l'a fait pour Sarah, en fait. Sarah, oui, on avait déjà fait ça avec Sarah. Et du coup, toi, t'as retrouvé la qualité de sommeil. Moi, j'avais besoin que tu tiennes en journée. Ouais, parce que c'était ça l'enjeu. C'est que là, on s'était retrouvé avec... du coup, une plus grosse exigence d'énergie en journée parce que second enfant. Parce que c'est pareil, s'il y en avait eu qu'un... J'aurais pu, moi, faire des siestes en journée ou toi, tu vois. Oui, mais en même temps, on avait fait ce choix-là pour Sarah aussi. C'est-à-dire, on avait fait ce choix que tu dormes bien parce que la journée, comme ça, tu gères. C'était à la reprise du travail, ça. Pour Sarah, c'était à la reprise du travail. C'est parce que je travaillais à Poitiers à ce moment-là.
donc tout en habitant à Bordeaux, pour les gens qui savent pas. Et que du coup, quand je faisais aller-retour, je me levais quand même très tôt et je rentrais assez tard. Et que j'avais pas forcément besoin de dormir beaucoup, mais il fallait que je dorme bien, quoi. Et on avait fait ce choix-là dans ces conditions-là. C'était à la reprise du travail pour Sarah, donc c'était à 2 mois à peu près que ça avait changé. Et pour Lucas, on y allait plus vite parce qu'on a vite vu qu'en fait, on était en train de s'épuiser à très très grande vitesse, quoi, les 2 premières semaines. Je me rappelle que quand Sarah a repris l'école, moi j'étais un peu en mode... C'était pas au bout de 2 semaines, hein. C'était un peu plus tard quand même que Non, non, mais tu sais, je parle pour le fait de pas récupérer du tout. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est quand Sarah a repris l'école, on s'est aperçu qu'on récupérait pas non plus des masses avec Lucas, puisque Lucas était un bébé qu'on ne pouvait pas poser. Qu'il fallait beaucoup porter, énormément, sauf que quand on est épuisé, je sais pas, on devait le porter combien 7-8 heures par jour? Non, je sais pas combien on portait. C'est facile, hein. On faisait que de le porter de toute façon. Entre le porte-bébé, le portage à bras et le fait d'être sur toi, si. Ce qui était difficile, c'est que moi j'avais des soucis de douleur articulaire, notamment mes jambes là. Ouais, ah oui. Et puis j'avais aussi, du coup ça m'a fait, j'ai tellement porté en berçant et en dansant pour le faire dormir que du coup je faisais quand même des mouvements que je faisais pas d'habitude. Et donc je me suis fait des lésions aux pieds. Qui me poursuivent encore, hein. Mais parce qu'en fait j'ai complètement changé mes appuis, donc ensuite j'ai porté des semelles pour diminuer ces appuis-là. Et d'ailleurs là, quand on a donc il a eu un traitement pour son RGO, quand on a rediminué son traitement d'RGO et que le RGO a reflambé, j'ai dû bercer dans la nuit et je me suis refait, ça a relancé toutes mes lésions. Donc c'était compliqué. Physiquement, ça a beaucoup coûté. On l'a beaucoup porté, mais ce qui faisait que c'était pas un bébé qui pleurait beaucoup. Hein. Avec moi. Ouais, moi j'ai pas. Voilà, parce qu'on n'a pas le même vécu là-dessus, je pense. Tu vois. Moi, Lucas, parce que il y a aussi le moment où t'as repris le travail. Donc tu reprends le travail, sauf que on n'a pas de nounou. On a des grand-mères, ça dit, qui sont très présentes, mais on n'a pas de nounou. Donc moi, je suis beaucoup avec Lucas aussi. Et ouais, si, clairement. Enfin, tu vois, en plus, je me rappelle qu'on essaye les biberons, enfin, il veut rien prendre. C'est compliqué aussi, tu vois. Alors que Sarah, si tu veux, je me rappelle que dès 2 mois et demi, 3 mois, elle avait sa tasse 360, tu vois. Et c'était facile. C'était une facilité déconcertante pour moi. Parce qu'en plus, elle a tenu toute seule à 3 mois, tu sais. C'est vrai. C'était trop mignon. On est avant l'été, et pendant l'été, on n'a pas de garde. Enfin, on n'a pas de moyen de garde. C'est compliqué parce que la journée, il pleure... Mais il pleure beaucoup, quoi. Il pleure beaucoup, il dort très peu. Ouais, il dort très peu. Ah oui, putain, ça, je me rappelle. Parce que moi, je m'étais préparé, je sais pas si les gens vont se rappeler sur les réseaux ou quoi, mais moi, je m'étais préparé mon tapis de marche, mon bureau assis debout, j'avais mis au plafond. D'ailleurs, faut qu'on les vende, des berceaux suspendus, en me disant, un peu comme avec Sarah, parce que Sarah, moi, je me rappelle que quand je la gardais, et toi, t'avais repris le travail un peu avant moi pour Sarah, je sais pas si tu te rappelles, 2 semaines avant. Oui. Et du coup, j'avais passé 2 semaines en autonomie, et en effet, Sarah, elle me faisait généralement le matin 1 heure et demie de sieste, et l'après-midi 2 heures. Ah, mais Lucas, non. Lucas, si j'arrivais à l'endormir 30 minutes, c'était déjà grand luxe, quoi, tu vois. Et moi, en fait, ça m'avait vraiment compliqué les journées, parce que toi, tu te sens nul, parce que t'es face à cet autre enfant où tout ce que tu essayes de mettre en place ne fonctionne pas. C'est ça. On n'avait pas encore vraiment le diagnostic de RGO tout de suite, je crois. Donc j'avais pas d'explication médicale, tu vois. Et dès que tu veux le poser, c'est mort, mon gars. Enfin, pour le RGO, ça a été compliqué parce que moi, j'avais compris qu'il avait un RGO. Il avait un traitement d'abord avant d'avoir son IPV, là. Du coup, on lui donnait pour ça. Et je me souviens t'avoir dit plusieurs fois, en fait, quand on discutait, il avait ce traitement, mais je pense que t'avais pas intégré qu'en fait, il avait cette problématique-là, quoi. Puisque finalement, c'était à peu près géré. Ah non, c'est que moi, je me disais, tu vois, il avait ce traitement. Et pour moi, en fait, c'était le traitement fait que ça va aller, tu vois. Mais ça allait pas, en fait. Non. Et voilà, enfin, tu vois, je veux dire, en plus, le but d'un traitement, c'est que ça aille, tu vois. Oui. Donc moi, on me disait, il y a un traitement que je donnais, bien sûr, j'étais très scolaire là-dessus, j'écoutais, la sachante. Moi, mes problématiques, elles étaient pas là, c'était que c'était un bébé qui... Enfin, voilà, je me rappelle le moment de fatigue avec Sarah qui était épisodique, Lucas, c'était quotidien, quoi. Tous les jours, il m'épuisait. Tous les jours, je me sentais à bout. Tous les jours, c'était compliqué, quoi. Et sauf qu'en plus, derrière, fallait aussi aller chercher Sarah à l'école, le machin, le truc, tu vois. Les repas, enfin, c'était épuisant. C'était épuisant. Oui, parfois, t'étais assez distant, même. Je crois que t'étais en saturation, en fait. T'avais mis un mode off. De Lucas ?
Oui. Ah oui, bah, en fait, j'avais pas le choix parce que je pense que s'il y avait pas eu Sarah, ça aurait été plus. Je pense que si ça avait été un premier bébé, ça aurait été plus facile. Le truc, c'est que j'avais besoin de garder de la ressource émotionnelle et tout pour Sarah, qui était aussi elle en régression sur d'autres sujets, notamment sur la gestion de ses émotions et tout, donc qui venait chercher d'autres ressources, tu vois. Et en effet, de toute façon, Lucas, il y a un moment où j'avais pris de la distance émotionnellement parlant, quoi. Ça veut pas dire que je l'aimais pas ou que je l'aimais plus, mais c'est juste qu'en fait, voilà, c'était comme ça. D'ailleurs, je crois que la phrase "c'est comme ça", c'est peut-être la phrase que j'ai dit le plus Oui. cette année qui s'est écoulée, tu vois. Ouais, je pense qu'à un moment, il faut mettre un fusible, en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il faut mettre un fusible pour pas péter un plomb, parce qu'avec Lucas, tu vois, moi, c'est vraiment venu me chercher sur les phobies d'impulsion, sur enfin voilà, avec Sarah, des phobies d'impulsion, si tu veux, sur la première année, je devais en avoir 3. Avec Lucas, c'était 3 par jour. C'était compliqué, quoi. Oui, mais je me souviens une fois même avoir pleuré parce que je lui ai dit un truc très méchant. Oui, je me rappelle de ça. Ouais. J'ai vraiment, je crois que j'en pouvais plus. Après, il y avait cette difficulté de sommeil pour l'endormir en journée. Alors moi, j'y arrivais, mais voilà, un prix physique important. Le soir, parfois, on arrivait malgré tout à pas l'endormir. Donc après, tu partais en voiture, ça, c'était un truc, bon, voilà, il y a des bébés à jour, ça marche pas, mais ça, Ah, vélo aussi. Ça marchait, c'était quand même pratique. Et après, il y avait les difficultés d'alimentation qui ont perduré, les difficultés par rapport à son trouble de succion, les difficultés par rapport à sûrement son reflux, parce qu'il y a eu beaucoup de refus d'alimentation, beaucoup de refus de tétée, on a beaucoup navigué, franchement. C'est-à-dire quand on avait un truc qui était trouvé, à un moment, c'était perdu, il refusait ça. Donc on a eu le moment où il allait commencer la nounou et 1 semaine ou 10 jours avant, il prenait plus du tout de biberon, il les a refusés. On avait mis en place quand même assez tôt, alors qu'on l'a diversifié vers ses 6 mois, je crois, ou 5 mois, d'un moment, parce que 5 mois juste pour lui proposer des allergènes, mais vers ses 4 mois, on a commencé à lui donner du lait en flanc, parce que comme parfois c'était très compliqué de l'alimenter au sein, ou au biberon de toute façon, c'était très compliqué de l'alimenter ça, c'est avec une brillante idée que tu as du eue. lait liquide, et on a fait les flancs, et ça on n'avait pas pensé avec Sarah, alors qu'à un moment ça pouvait être difficile, et là on avait cette possibilité là. Alors on a fait du flan non mixé. À un moment, il a refusé, donc on a fait du flan mixé. Alors moi, franchement, petite astuce, le flan de lait maternel qu'on remixe, il est vraiment sur une consistance super sympa. C'est soyeux. Pour les tout petits, voilà, ça fait vraiment comme ailleurs. Donc du coup, pour les tout petits de moins de 6 mois, je trouvais ça assez sympa. On avait toujours des stratégies mises en place. Donc si je faisais ça, il fallait que je tire quand même, parce qu'il fallait pas que je perde ma lactation et tout. Donc franchement, l'allaitement, ça a été hyper difficile par rapport à tout ça, en fait. Moi, ce que j'ai noté avec l'arrivée de l'idée du flan que tu as eu, brillante idée. Enfin, pas forcément mon idée, parce que j'étais aussi entourée de professionnels. Mais... Bah ok, mais moi, de mon point de vue, c'est ton idée. C'était une idée géniale, et merde, prends le truc aussi. Ouais. Tu vois. Moi, ce que ça a amené vraiment, c'est que ça t'a stabilisé par rapport à l'allaitement. Parce qu'avant l'arrivée du flan, t'étais vraiment, mais ça, tu l'avais déjà eu pour Sarah, dès qu'il y avait une variation de lactation, c'était toute la vie, c'est de la merde. Franchement, émotionnellement, c'était difficile. Bien sûr. En plus, il fallait que je trouve ma place. C'est-à-dire, si à un moment j'ai cette difficulté par rapport à l'allaitement, faut quand même continuer le reste de la vie. Voilà. Oui. Et en même temps, faut l'alimenter. Donc, c'est-à-dire que si on met des tirages, mais en même temps, j'ai besoin de l'alimenter derrière, alors que j'ai tiré patati patata, enfin, c'est compliqué. Avec Sarah, elle avait eu des difficultés aussi. À un moment, on pouvait plus trop l'allaiter en journée, fallait l'endormir avant. Enfin, fallait mettre en place des stratégies pour la faire téter. Sinon, elle refusait de téter. Alors, elle pleurait pas forcément, mais donc je m'étais un peu retrouvée dans ces difficultés-là. Sarah, de ses 4 mois, ses 11 mois et demi, je l'allaitais dans le noir absolu, total, même pas de pénombre. Donc, c'était un peu compliqué. Fallait tout organiser autour de ça. Et du coup, quand on s'est retrouvé comme ça avec les difficultés de Lucas qui refuse de téter et tout, en fait, de savoir que je pouvais l'alimenter d'une autre manière, même si c'est pas au sein, en fait, ça m'enlevait cette charge. C'est-à-dire que je me disais, au moins déjà lui, il y a pas de souci, il va s'alimenter. Et puis après, si je vais mettre en place des tirages, voilà, j'avais. T'avais un plan B, quoi. J'avais un plan B. Ma question, c'était pas. De toute façon, c'était mort. J'avais compris que j'allais pas allaiter mon bébé dans le calme, en madone. Voilà, comme la photo qu'on s'imaginerait instagrammable du petit bébé qui tète. C'est pas possible. D'ailleurs, je me souviens, il y avait Marion qui était passée. Marion Loger. Qui était passée pour faire des photos. Oui. Elle voulait faire des photos de quand je l'allaitais. Et il est à peu près resté 3 secondes et demie sur le sein, parce que c'était une des journées où il refusait de téter. Donc, elle a réussi à photographier cet instant de 3 secondes et demie. Parce que de toute façon, c'était impossible. C'est vrai. De l'allaiter. Donc voilà, donc en fait d'avoir ce plan B, j'étais soulagée, quoi. Voilà, d'avoir cette possibilité là, en fait, j'ai compris qu'il fallait s'adapter à Lucas,
et que c'était pas forcément de mon fait, quoi. Après, c'est vrai que ça avait quand même stabilisé l'arrivée du flan. Ce qui nous a aidé aussi, c'est que Sarah s'est mis à pas mal aller jouer chez le voisin l'été. Oui. Bah ouais, mais ça nous a quand même bien allégé. Et toi, tu as eu la reprise du travail aussi, qui a été une étape compliquée. Une étape compliquée. Alors, pour Sarah, ça avait déjà été difficile pour moi, parce que j'ai toujours repris au moment où j'avais pas du tout envie de reprendre. C'est ça. Évidemment. Pour moi, c'était un déchirement. Je pense que c'était un déchirement déjà avec Sarah. Vraiment, je l'avais très très mal vécu de reprendre. Et là, encore plus, parce que mon bébé, il est pas bien. Quand il est gardé par les autres, il est encore moins bien. Il dort encore moins. Il a besoin de récupérer son sommeil. Donc, je portais une culpabilité énorme que je porte encore. Donc, c'était très difficile. Et puis, en plus, comme il allait pas bien, et puis moi, j'allais pas bien. Et je dormais très mal. Il dormait mal. Donc j'ai repris, pas sur un temps de travail que j'avais prévu aussi long, c'était moins long, parce qu'en fait on s'est rendu compte que c'était quand même difficile de gérer Lucas et Sarah, les deux le soir, pour le tunnel du soir. Un seul adulte, c'était mort en fait. Parce que en fait, si Lucas il a passé toute la journée... Ça va mieux depuis. Oui, ça va mieux, il a 15 mois et tout, c'est possible. Mais c'était l'enfer. Mais c'était l'enfer. En fait, s'il y avait qu'un seul adulte et que Lucas ça va pas, on peut plus rien faire. On peut ni préparer le repas, ni manger, ni rien du tout en fait. Surtout que moi, la difficulté que j'avais moi, c'était que Lucas, alors je sais pas pour toi, mais en fait moi, quand je le portais, je transpirais pas mal quand même. Et autant Sarah, elle s'en foutait royalement quand je la portais et qu'il faisait chaud et que je transpirais, autant Lucas en fait, je pouvais même pas le garder en portage en fait l'été. Tu vois, autant dès qu'on est passé en automne en hiver, c'était cool. Mais en fait, l'été, avec la sudation, quoi, juste, il pétait un câble au bout de 5 minutes de portage. Il avait trop chaud, je transpirais, on transpirait tous les deux. Et du coup, je pouvais pas utiliser le portage comme je l'avais fait pour Sarah aussi, pour cuisiner, voilà, faire le... Alors, je me rappelle aussi qu'on était allé à Sissi quand même. Enfin, ça, c'était vraiment spécifique à l'été. Parce que je me rappelle aussi qu'on faisait pas mal d'aspirateurs aussi, on a fait plein de trucs. Tu sais, on était à la Center Parks aussi. Oui, on allait à 2 mois, quand Lucas avait 2 mois. Oui, c'était un très mauvais moment pour lui. C'était un très mauvais moment C'était compliqué. C'était pas le bon moment. C'était compliqué, c'était trop tôt. Il y a les bébés avec qui ça serait passé crème, mais nous c'était trop tôt. Et je me rappelle, voilà, ce truc de bon, mais on va faire du portage, on va l'endormir comme ça, et ça marchait, mais pareil, tu l'endors 20 minutes, quoi. Et ça c'est compliqué aussi, je trouve, parce que tu peux rien faire d'autre. Et du coup, ce tunnel du soir, il devenait vraiment très complexe. Moi, je sais que Lucas, qui m'a sur l'été notamment, je sais pas, vers le mois d'août, il y a un moment en fait où je me suis dit, ok, je serai jamais assez pour cet enfant, tu vois, par rapport à ses problématiques. Tu vois, une fois bien que t'as dit ça, je trouvais ça très fort. Là, on avait le traitement, on avait contre le RGO avec de l'innexium et tout. Et en fait, voilà, moi, il y a un moment où j'ai juste accepté le fait que par rapport aux besoins de cet enfant-là, à ce moment-là, puisque ses besoins ont évolué aussi, les besoins de cet enfant-là, à ce moment-là, j'étais pas au niveau. Enfin, quand je dis pas au niveau, ça veut pas dire que je me dénigrais, hein, tu vois, je précise. Mais c'est juste qu'en fait, en tout cas seul, pour cet enfant-là, seul, je n'y arrivais pas. Quand j'étais seul, juste je n'y arrivais pas. Et en fait, une fois que j'ai compris ça, accepté ça, ça allait vachement mieux. Tu vois, parce que j'étais en mode, c'est normal, arrête de vouloir faire des choses que de toute façon là, t'y arriveras pas, tu vois. Mais c'était aussi un grand moment d'épuisement, quoi. C'était aussi un grand moment d'épuisement. Il y a eu ce mois de juillet qui a été tellement dur, qui m'a conduit à prendre rendez-vous pour la vasectomie, du coup, mais qui était tellement dur. Je me sentais tellement comme une merde. Et puis après, il y a eu le mois d'août où déjà Sarah, elle avait fait un peu de centre de loisirs. Donc c'est mieux. On a récupéré. En fait, tout est revenu d'un coup au mois d'août. Pour toi, oui, mais pour moi, mon mois d'août, c'était le pire. Ah ouais, merde. Oui. On a introduit un des allergènes, ça s'est pas très bien passé. Et de là, le sommeil s'est fracassé, mais en 1000 morceaux. Et on est passé, je ne sais pas, une quarantaine de réveils où ça s'est diminué en le faisant dormir quasi assis. Et moi aussi, du coup, parce qu'il fallait le maintenir dans cette position. Où là, comme ça, au moins, on n'avait que 15 réveils peut-être. Et donc là, j'ai mon corps qui n'y arrivait plus. C'était compliqué. Donc c'était les vacances. Hein. Mais en fait, c'était impossible. Franchement, c'était physiquement hyper difficile. Ouais, mais c'était extrêmement dur. Mais tu vois, c'est intéressant d'en reparler parce que autant pour moi, le mois d'août, tu vois, ça a été... toi, t'es là. On a les relais qui sont de retour. Sarah a commencé un peu le centre de loisirs. Oui, et toi, t'as dû récupérer du temps de sommeil. Et en journée, tu récupérais du temps. Et en journée, je récupérais... Alors,
Pas tant, parce que les 2 premières semaines d'août, quand il y avait des grands-mères, oui, je récupérais un peu de temps, mais en même temps, toi, je te voyais aussi t'épuiser. Mais tu vois, j'avais pas du tout conscience que toi, c'était le pire, tu vois. C'est pour ça que c'est important d'en parler en couple. Non, mais c'est important. Et puis après, il y a eu cette semaine de vacances fin août qu'on a fait dans un camping qui a été sympathique. Ben, on l'a fait pour se dire... Pour changer d'air. Pour se changer d'air, surtout pour dire nous sommes partis. Mais en vrai, moi, s'il fallait, je ne serais pas partie, je pense. Parce que de toute façon, j'étais dans le mal. J'étais dans le mal de tout. J'étais dans le mal de son alimentation. J'étais dans le mal de l'allaitement. Parce que du coup, avec les refus d'alimentation, il fallait quand même garder des tirages dans la journée. Donc, on n'a pas que ça à faire, en fait, dans une journée. Et en même temps, le sommeil, c'était compliqué. L'allaiter, c'était compliqué. Donc, chaque fois qu'il y a une tétée, je me disais, est-ce qu'il va refuser cette fois ou est-ce qu'il va pas refuser? Est-ce qu'il va pouvoir s'endormir ou est-ce qu'il va falloir trouver une stratégie pour l'endormir? Est-ce qu'il va falloir que je berce pour l'endormir alors qu'en fait, physiquement, c'est difficile? Voilà, donc... Voilà, c'était un peu difficile. Et après, j'ai l'impression que là, on est en train de faire une série de plaintes énormes. Mais en fait, Lucas, il est quand même... c'est un bébé qui sourit, il est materné. Ouais, non, mais alors ça, je suis d'accord. Il a l'air de s'épanouir, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est qu'il est en souffrance. Non, mais je pense que t'as raison. On doit préciser, c'est pas un sujet de... Bien sûr que la première personne qui souffre du RGO, c'est Lucas. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours gardé en tête quand même, tu vois. Je trouve. Oui, parce qu'en fait, on a mis beaucoup de temps. Ça nous a aidé à tenir aussi. Oui, et puis surtout, par exemple, tu vois, tu disais, là, on disait les tunnels du soir quand on est un seul parent, franchement, c'était hyper compliqué. Mais en vrai, si on avait été, on l'a déjà fait, parfois il n'y avait qu'un seul parent, en fait, c'est au détriment de l'un des deux enfants. C'est-à-dire, on fait le tunnel, mais soit Lucas, il va en manquer encore plus de sommeil. Puis c'est comme ça, parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Soit c'est Sarah, son sommeil il est perturbé parce qu'il va falloir en endormir Lucas, et puis c'est elle qui va perdre du temps parce qu'elle mangera un peu plus tard, etc., etc. Donc en fait, on pouvait faire les choses. C'est juste que c'était au détriment de une personne de la famille. Donc on faisait plutôt le choix que c'était au détriment de nous, pour que eux, ils aient... on a un enjeu pour que le sommeil de Sarah soit de la meilleure qualité possible aussi. Oui, tout à fait. Voilà, et pour sa santé. Et aussi, on avait l'enjeu de Lucas qui récupère... par rapport à tout ce temps de sommeil perdu, quoi. Parce que lui, de toute façon, chez la nounou, il dort à peu près 20 minutes sur toute une journée. Et quand il fait des bonnes journées, il dort à peu près 2 fois 10 minutes. Oui, la nounou, c'était à partir de septembre. Voilà. La nounou, c'était à partir de septembre. L'été dernier, ce qu'on avait fait aussi, c'était que même s'il dormait pas, même si ça arrivait que je dorme en vélo, je partais à vélo, je sais pas si tu te rappelles, mais je partais le soir à vélo, puisqu'il faisait beau, machin et tout, on avait un super truc cruiser avec le hamac à bébé, là. Et je partais à vélo, en fait, moi, ça me faisait respirer un peu. Je partais avec Maya. Sarah, ça lui permettait de se coucher sans avoir les pleurs potentielles de son frère, donc de s'endormir, parce qu'à ce moment-là, si son frère pleurait, elle s'endormait pas. Maintenant, ça va mieux, mais... Et toi, ça te permettait d'avoir un break aussi. Oui, tout à fait. Donc, et c'est vrai que tu vois, et c'est vrai que ça, c'était plutôt bien. Puis après, ensuite, on est passé aussi à la voiture. Mais ça, oui, la voiture, même la journée. Je me rappelle de mon record, 2h20 à rouler. Oui, parce qu'avant, on le sortait pas de la voiture. Non, mais quand j'y pense, j'y pense. Tu te rappelles de la fois où j'étais rentré, je m'étais garé devant le garage. Ah oui, mais ça, très mauvaise chose. Non, et j'avais mis les... Très mauvaise chose pour la pollution de cet enfant qui a respiré tout cet air pollué. Oui, d'accord, mais mais bonne chose pour notre santé mentale. Non, mais quand j'y pense, tu vois, on est quand même passé par des trucs horribles. Hein. Puis après, à la rentrée, c'est quand même allé mieux. En fait, quand il a été gardé, ça a commencé à aller mieux. Moi, je l'ai pas vécu forcément mieux parce que chez la nounou, il dormait très très peu. Moi, j'ai trouvé un nouvel enjeu dans mon anxiété, c'est lui faire récupérer son temps de sommeil sur les moments où il n'était pas gardé. Parce qu'en fait, un bébé de 4 mois, de 5-6 mois, qui dort 20 minutes en journée, c'est pas possible. Et puis surtout... Parce que la nuit, c'est un bébé qui se réveille aussi beaucoup. Et en fait, il récupère pas son temps de sommeil la nuit. De toute façon, on pouvait pas le réussir à faire dormir plus longtemps. Et souvent, il avait besoin d'une sieste très tôt dans la matinée, chose qu'il ne faisait absolument pas chez la nounou. C'était impossible. Donc, le rythme de sommeil était un peu compliqué pour lui. Parce que souvent, il se réveillait à 5h30 du matin. Il faisait un petit temps. Et puis ensuite, vers 7h, j'essaie de le rendormir. Mais c'est 7h, il faut que je sois prête, que lui aussi. Parce qu'ensuite, je le dépose chez la nounou. Qu'il ait déjà fait sa sieste, du coup, pour récupérer un peu. Enfin, voilà, c'était... C'est vrai qu'il y avait ça. Et donc, tout ça sur un temps où, finalement, on travaille à côté, on a une vie, voilà. Donc, il faut finir... Je finissais pas trop tard, parce que de toute façon, le soir, sinon, il était explosé. Puis, il avait encore une sieste le soir assez tard. Donc, quand je le récupérais, il faisait une petite sieste avant d'aller dormir. Et que Sarah puisse manger, faire le tout. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, non, c'était pas forcément le mieux. Son traitement anti-reflux, il marchait à moitié.
Puis décembre, il y a eu la L'alimentation, c'était gastro. compliqué. Ouais, après, il a eu des soucis. De toute façon, au niveau ORL, déjà, il y avait les soucis ORL, une congestion nasale importante qui venait le gêner la nuit pour respirer. On avait consulté l'ORL, on a eu un traitement. On s'est tapé un peu, voilà, les manifestations. Enfin, il a été hospitalisé aussi en décembre pour la gastro. Il est hospitalisé en décembre. Aussi, effectivement, c'était un grand moment de stress, mais bon, finalement, il allait bien. Mais c'était stressant. Ah ouais, mais il allait bien, mais c'était impressionnant. Juste pour une gastro, le pire, c'est qu'on l'avait fait vacciner, quoi. Oui, mais bon, après, ça arrive, hein. Oui, je sais. Il n'avait pas de complications très très fortes. C'est juste qu'à un moment, il a été déshydraté. Puis ça tombait sur une otite aussi. Enfin, c'était un peu le flou. Et puis il y a ça aussi, c'est qu'avec son combo RGO et tout, dès qu'il nous sort une dent, il fait une otite. Après, ça, c'est pas le seul, hein, mais ouais, c'est compliqué, quoi. Une année avec beaucoup de fatigue parce qu'il a fallu jouer sur cette question de sommeil très fragmentée. Voilà, qui l'est toujours. Et pour diverses raisons, donc on est suivi médicalement. Et son traitement a changé quand même depuis en janvier, c'est ça? Ça a changé? Et après, son traitement a changé en décembre. En décembre. Et là, ça a changé beaucoup la donne sur son alimentation et tout. Le sommeil aussi, ça a changé quand même. Son sommeil, c'est petit à petit apaisé. Voilà, quand on n'essayait pas de réintroduction d'allergènes, oui, ça, il y avait moins de variations. Et puis après, là, bon, dernièrement, on a essayé de rediminuer son traitement et ça s'est soldé par un échec. Donc, je trouve aussi qu'avec la verticalisation, tu vois, le fait qu'il était assez rapidement là, tu vois, depuis qu'il marche quand même, mis à part les sujets de médicaments, mais en tout cas, en journée, il se plaint moins, quoi. Tu vois. Oui, en journée, il est beaucoup moins plaintif. Tu vois, son sommeil la nuit il est toujours aussi pourri, mais en journée, ça a quand même changé beaucoup de choses, je trouve. C'est juste, c'était un postpartum difficile parce que, voilà, physiquement, ça a demandé beaucoup. Il est toujours. Au niveau de l'activité professionnelle, moi, ça m'a beaucoup impacté. J'ai beaucoup diminué mon temps de travail sur l'année de façon pas forcément volontaire aussi, parfois. Donc, les hospitalisations, devoir partir plus tôt, le bébé malade, etc. Donc, voilà. C'était... même financièrement, j'avais pas forcément prévu ça, donc ah oui, non mais donc ça a été un peu lourd. Donc maintenant, après c'était aussi un choix. C'est un choix de vie d'avoir un deuxième enfant, donc du coup c'était le projet de notre vie. Ouais, après tu vois financièrement c'est quand même très différent. Moi qui ai un premier enfant en tant que salarié, un second enfant en tant qu'indépendant. Ouais, financièrement, c'est pas la même chose quand même, hein, tu vois. Bah moi, c'est mon deuxième enfant en non salarié, donc pour moi, c'est la suite. Bah, ça dépend. Pour Sarah, t'avais un contrat salarié en même temps. Oui, c'est vrai. J'avais un mi-temps salarié. T'étais employé par la fac. Ouais. C'était ça en plus quand même. Bah, ça m'avait amené une sécurité que là, j'ai pas eu, mais bon. Donc, et puis t'avais un congé maternité du coup dans le cadre de cet emploi-là, quoi. Donc ça avait amené des revenus en plus. Mais ça aussi, je pense que ça joue, quoi, le fait que. Je pense que là, c'est un vrai sujet aussi. Et puis, tu sais, le côté un truc que tu m'as souvent dit entre nous, c'est le côté, le RGO, c'est chiant parce qu'en fait, c'est un truc qui a plein d'impact, mais que tout le monde minimise. Et tu sais, t'as l'impression que t'as pas le droit de te plaindre, tu sais, ou t'es pas pris au sérieux quand tu parles des difficultés que tu ressens dans ta parentalité à cause de ça et tout. Alors qu'en fait, ça pourrit la vie quand même. Oui, parce qu'il a pas un gros handicap et qu'on dit que ça va être temporaire et qui va bien. En plus, le pire, c'est là, on le voit. Même là, on a passé une nuit de l'horreur, alors qu'il est quand même, il a grandi. Et le matin, il se réveille, il sourit, il a pas râlé. Ouais. Donc c'est vrai que là, il s'en va chez la nounou, il va manger, il va vivre sa vie. Il va bien, quoi. Voilà. Mais derrière, c'est au prix d'une fatigue. Et en fait, c'est au prix d'une énergie mise très importante. Voilà, Lucas, il a cassé sa courbe très tardivement. Et donc du coup, moi j'ai eu beaucoup d'inquiétudes sur l'allaitement, sur ses refus d'alimentation, sur son sommeil, etc. Et pour autant, en fait, sur la courbe de poids, donc ça allait parfaitement. Donc quand on allait chez la médecin, même, je me souviens même une fois, elle me demande comment ça va, je dis franchement l'allaitement c'est hyper dur. Je sais pas si tu devais avoir 2 mois ou 3 mois, je dis franchement c'est hyper difficile et tout. Et elle le pèse, il suivait bien sa courbe. Elle me dit ah bah ça va l'allaitement, ça se passe bien. Non, je viens de te dire, je suis à bout. Voilà, parce qu'en fait, c'était au détriment d'une fatigue parentale importante. En fait, c'est l'énergie qu'on a mise pour qu'il aille bien, était quand même au détriment de notre santé mentale aussi, donc de notre santé physique en fait. Donc oui, les deux, oui. Voilà. Et moi à côté, j'avais quelques soucis de santé en parallèle qui m'ont impacté.
pour lesquels j'ai dû consulter et tout, qui étaient indépendants de Lucas. Mais donc ça se rajoutait. Et c'est vrai que donc à côté, on nous dit ça va. Voilà, c'était un peu difficile, je trouve. Moi, par mon métier, je l'ai déjà vu plein de fois pour d'autres familles. Donc parfois, j'avais envie de leur dire, mais je comprends. Niveau santé mentale, moi, j'ai vu 3 fois une psy entre juillet et décembre et janvier. Toi, t'as vu quelqu'un ou pas pendant le... Moi, je n'ai vu personne. Tu m'as souvent dit, mais tu devrais consulter si ça va pas, etc. Mais en fait, pour moi, comme les problèmes, ça m'a saoulé. En fait, comme les problèmes, ils étaient identifiés. Voilà, je voyais en fait qu'est-ce qui allait pas et que c'est des choses à résoudre. C'est vrai que ça m'embêtait un petit peu. Qu'est-ce qui t'embêtait ? Ça m'embêtait qu'on me dise tu dois consulter parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est qu'on résolve mes soucis, quoi. Ou qu'on me donne les relais ou les choses qui m'enlèvent ces peines-là. Enfin, si on m'avait donné du temps supplémentaire pour m'occuper de Lucas, si j'avais eu la sécurité financière pour ne pas aller travailler, m'occuper de lui pour passer ça allait mal, voilà, j'aurais eu moi cette culpabilité de me dire, là, je suis pas avec lui, il va ni dormir ni manger. Ça, c'était pénible, quoi. Voilà, donc après, j'avais aussi l'entourage à qui en parler, en fait. Mais bon, maintenant, ça va mieux. Ça va mieux. Maintenant, ça va mieux. Je pense que maintenant, on a une grande résilience. En tout cas, moi, personnellement, mais je trouve que toi aussi. On est plus en mode, c'est comme ça. Enfin, moi, voilà, je suis un peu en mode, il dort 20 minutes, il dort 3 heures, tu vois, comme hier, il a dormi 3 heures avec 3 heures et demie avec toi, c'était il va falloir l'endormir. Et ce qui est incroyable, c'est que hier, moi, je m'étais préparé à rouler, je sais pas, pendant 1 heure et demie, tu vois, et en fait, en 25 minutes, Lucas s'est endormi, donc, c'est des petites victoires, tu vois, mais qu'il faut prendre. Ce qu'on peut quand même signaler aussi pour les gens qui nous écoutent, c'est que là, on parle de tour en voiture et tout, mais sur le mois d'avril, il s'est endormi quasiment le soir qu'au sein, que t'as pu sortir de la chambre, qu'on a pu regarder des séries. Oui. Non, mais c'est vrai, parce que la première année, ce qui s'est passé, c'est que le soir, il avait un sommeil tellement fragmenté qu'en fait, il se réveillait au bout d'1 heure et qu'il fallait... soit il fallait rester à côté de lui, donc du coup, moi, j'avais plus de vie, en fait, après, dès qu'il était couché... J'étais couchée, voilà. Soit il se réveillait tellement souvent qu'il fallait y revenir et du coup on n'avait pas de soirée. Voilà. Alors donc, que là on a réussi à avoir des soirées depuis mars. Voilà, on n'a pas eu de temps et puis ce qui est difficile aussi c'est que par exemple le soir, si j'ai une sortie, un événement, un truc que je dois le laisser à quelqu'un là, le laisser le soir c'est compliqué parce qu'il a encore beaucoup de réveil et que parfois il se rendort pas. Voilà, on l'a fait mais c'est vrai que c'est difficile et tout. Et là ce qui a changé c'est que vers la fin, depuis qu'il a son nouveau traitement, là il y a eu des phases plus calmes, des phases de sommeil. De toute façon, déjà, on a vu la base après les 9 mois, là, où son sommeil... il avait plus le sommeil agité en premier, quoi. Ah, du coup, quand même, il avait des phases de sommeil... c'est plus facile de sortir de la chambre et de le laisser. Puis après, cette première partie de nuit a été aussi plus apaisée. Il pouvait rester 2, 3, 4 heures sans se réveiller. Et là, on a récupéré du temps pour nous, en fait. C'est ça ? Du temps à se voir et tout. Et ça a changé la donne par rapport à notre santé mentale. Ah oui, parce qu'en fait, on s'est retrouvés. C'est-à-dire, avant, on était en mode, on doit s'occuper des enfants. Survie ? Ouais, c'était un mode survie. Vraiment, il n'y avait pas de temps de couple, en fait. On doit s'occuper des enfants et on doit ramener de l'argent parce que toi et moi, on est en galère de thunes. Ouais, voilà. Parce qu'on avait un post-natal et tout. Donc, exactement. Et donc, comme on était en mode survie, en fait, il n'y a pas de mode où tu te ressources. Voilà. Et il n'y a même pas de mode... je veux dire, même au début du postpartum, on pouvait avoir des temps d'attention l'un envers l'autre et tout, mais... Même là, à un moment, on passait en mode auto, en fait, parce qu'on était fatigué ou très stressé. Ah oui, pour le couple, ça a été... Après, pour le couple, si, il y a les moments de tension. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du couple, mais pour finir là-dessus. Le couple, il y a eu des moments de tension, mais qui étaient plus liés à la fatigue, tu vois. Moi, je sais que les moments où tu m'as saoulé, en fait, c'est des moments où juste, j'avais pas l'énergie J'étais épuisé, quoi. Moi, j'ai l'impression que l'arrivée du deuxième enfant, vraiment, il a mis en danger notre couple. Pour moi, ça l'a mis en danger parce que... à un moment, on n'avait plus de temps de couple. Voilà, on n'était plus vraiment un couple, donc on était une équipe. Ça, oui. Et parfois, en étant une équipe, si tu veux, vu qu'on n'est plus un couple, il y a des gens aussi qui se séparent ou qui t'ouvrent du temps ailleurs. Voilà, enfin. Ouais, moi, tu vois, je l'ai pas vécu comme ça. Moi, c'était plutôt, j'avais plus l'énergie pour prendre du recul. C'est que, contrairement au premier enfant, en fait, t'es fatigué, t'es saoulé. L'autre parent prend le relais. Toi, tu vas te reposer. Tu reviens et tu vois, tu prends du recul en fait. Jusqu'à décembre, j'avais plus trop d'énergie pour prendre du recul. Et par contre, tu vois, je pense que depuis janvier, avec le fait de m'être dit, j'ai un peu imposé moi aussi ma reprise du sport. Tu vois, je veux dire, je l'ai imposé à la famille aussi.
Oui. La reprise du sport et tout, même si je l'ai quand même pris sur mon temps de travail principalement. Tu vois, quand je te dis, là, je vais aller courir, là, machin, un truc, et aussi mon alimentation, etc. C'est important aussi. Moi, depuis janvier, je vois que j'ai plus d'énergie, enfin, tu vois, j'ai plus de facilité parce que j'ai ce regain physique aussi, tu vois. Et ça joue vachement aussi. Mais après, pour le couple, il y a eu beaucoup de tensions, ça c'est sûr. Mais pas de quoi remettre le couple en question pour moi. Bah, tant mieux pour toi. C'est que non, mais si toi t'étais confiant sur le fait que sur le fait qu'on était soudés et que voilà, tant mieux pour toi. Mais en fait, le couple il est vraiment passé en pause. Ah oui, C'est-à-dire par en contre, pause, oui. en bien oui. comme en mal. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plus de couple. Oui, ah non, mais ça oui. Parce qu'on était vraiment en mode survie. Et donc, quand il y a plus de couple, rien ne te garantit que le couple survive derrière, en fait. Oui. Donc, on s'était toujours dit, si on ne dort pas, on se sépare pas. Enfin, en fait, ça avait pas de sens de se séparer vu que de toute façon, on n'avait pas de moment de couple. C'est-à-dire, on avait des moments sur la gestion parentale, mais on n'avait pas de moment de couple. Donc, je veux dire, se séparer pour dire, oui, en fait, je sais pas, je t'aime pas. Enfin, excuse-moi, t'aimes pas quoi? Que je te fasse les pattes de telle sorte ou que je range ça de telle manière? Parce que là, il n'y a pas de sujet de couple, en fait. Donc, il n'y a pas non plus de sujet de couple, de désaccord. C'est pour ça que c'est l'épuisement, le sujet. Voilà, donc on s'était dit, effectivement, il n'y a pas de question de se dire est-ce que je vais bien dans mon couple ou pas, vu qu'en fait, il est complètement en pause. Ce qui était difficile, c'est que le temps passait et que ça continuait, en fait. Et au bout d'un moment, je me disais, franchement, il faut vraiment que on retrouve ce temps. Et ce temps, en fait, était conditionné à est-ce qu'on peut laisser nos enfants à un moment seuls, quoi. Enfin, seuls. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut laisser dormir Lucas quelques heures et là, on a un temps. Et quand on a retrouvé ce temps, là, franchement, pour moi, ça a changé la donne. C'est dit, je me rappelle avoir pensé à la séparation une fois. Mais en fait, c'est même pas par rapport au couple spécifiquement, parce que je me disais, si on se sépare et qu'on fait une garde alternée, je serais épuisé qu'une semaine sur deux. Le mec, il a complètement perdu son cerveau. N'importe quoi. Mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai, j'ai vraiment eu cette réflexion. Moi, j'étais là, je comprends, en fait. Il est là le bon plan, tu vois. N'importe quoi. Et voilà. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter sur ce postpartum? Non, moi, je veux quand même dire qu'il y avait beaucoup de moments négatifs, mais en fait, il y avait beaucoup de moments positifs aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que là, on a fait un épisode, on a beaucoup parlé de difficultés, quoi. Mais parce que les moments positifs aussi, c'est ceux qu'on nous vend, si tu veux. Donc, tu vois, on nous parle tout le temps de ça et tout, mais oui, il y a eu plein de moments positifs. Mais néanmoins, à titre personnel, je trouve que sur les au moins 6 premiers mois, moi, j'ai eu plus de négatifs que de positifs. Enfin, clairement. Oui, je sais que tu me l'as souvent dit. Même s'il y avait beaucoup d'amour pour Lucas, autant que sa sœur, et que c'est inconditionnel et qu'il n'y a pas de débat là-dessus, le vécu, moi, sur les 6 premiers mois, clairement, le négatif l'emporte. Après, et haut la main. C'est sûr que quand je pense à l'année du 24, je me dis c'était une année difficile, voilà, parce que ça m'a beaucoup coûté. Et en même temps, je suis tellement soulagée, voilà, que mon bébé soit avec nous, qu'il aille bien. Enfin, voilà, globalement quand même, il va bien malgré ses problèmes et tout. Voilà, oui, c'est pas son intégrité physique n'est pas compromise et tout, donc. Je suis vachement soulagée vis-à-vis de ça et aussi même vis-à-vis de l'allaitement parce que l'allaitement a beaucoup conditionné ma santé mentale franchement. Et bien en fait même le fait maintenant qu'il soit un bambin, je préfère allaiter un bambin qu'allaiter un bébé. Et du coup comme on est aussi rentré dans cette phase-là, ça me soulage aussi. Là je profite plus de moments parce que lui aussi tété c'est pas forcément pour lui voilà il y a pas l'enjeu de l'alimentation. Il va pas crever de faim s'il rate une tétée, quoi. Donc voilà, ça peut être un moment de plaisir et de réassurance beaucoup plus, quoi. Et du coup, d'être rentré dans cette phase-là aussi où, en plus, globalement, dans sa santé, il va mieux. Il communique, il y a des moments de communication qui sont beaucoup plus clairs pour nous et tout. Franchement, c'est beaucoup plus agréable de voir, en fait, on a fait tout ça pour ça. Et ça, c'est trop cool, quoi. Oui. Et donc, voilà, ça fait du bien. Ce qui est un peu embêtant, c'est ce que je disais, voilà, ce que je dis souvent, c'est... voilà, il y a pas trop de reconnaissance de ce passage difficile qu'on a eu. Voilà, d'awards de la parentalité compliquée. Mais du coup, ça fait du bien d'en sortir, en fait. Voilà. Après, tu vois, il y a un truc que je peux rajouter, c'est que contrairement au postpartum de Sarah, où j'avais repris le travail donc à 3 mois et demi, je crois, et qu'ensuite j'étais assez peu présent pendant un peu plus d'1 an, quoi, puisque je travaillais à Poitiers. Sarah, elle avait ses moments de distance avec moi. Elle était quand même beaucoup plus distante. En même temps, c'est normal. La semaine, elle me voyait 4 heures max dans la semaine, quoi. Hors mi-jour de repos, tu vois. Sur les jours travaillés. Et là, avec Lucas, tu vois, j'ai découvert ce que c'était. Que d'avoir ton enfant, que tu vas grandir, et tout. Mais, tu vois, le lien est extrêmement différent avec Lucas, quand même.
tu vois. Mais d'ailleurs, il m'appelle beaucoup plus. Tu sais, elle est beaucoup plus dans la recherche de moi que ne pouvait l'être Sarah à son âge, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Je veux dire, Sarah, à son âge, il n'y avait que sa mère sur Terre, quoi. Là, même quand t'es là, des fois, c'est moi qui l'appelle, tu vois. Donc, ça, c'est cool. Mais c'est cool pour moi aussi. Merci, chérie. Merci. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.